Bonjour tout le monde. Donc, sous le capot de Casserole Nova dans l'axe de l'expérience utilisateur, je me doute qu'un peu tout le monde sait c'est quoi de l'expérience utilisateur. Est-ce que, peut-être en levant la main, ceux qui sont un peu familiers avec la différence, disons, entre l'expérience utilisateur et le design? Il n'y a pas personne quand même? Il y en a juste deux? Wow, OK. J'ai un beau défi. OK, donc... ceux qui ne me connaissent pas, il y a 13 de nouveaux, si je me souviens bien, ou 13 personnes de nouvelles. Donc, Maxime Tremblay de Montréal. Je suis le président de Finfino. Je fais un logiciel qui s'appelle Casserole Nova, dont on va parler aujourd'hui. C'est ma 9e conf en France. Et puis j'ai fait 6 fois, je crois, 5 fois la DevCon aux États-Unis. Et puis, toutes les CQDF, qui sont les conférences qu'on fait au Québec, car je suis sur le conseil d'administration de FMQC, qui est un organisme à but non lucratif qui organise les conférences chez nous. Voilà. Ensuite, je suis graphiste d'origine, donc de où un peu l'intérêt de présenter les choses de façon bien structurée, on pourrait dire. Assez passionné de photographie. D'ailleurs, les 2 photos de présentation, c'était des photos que j'avais faites en 2011 quand on était venu ici pour la conf. Passionné par la mise en marché et je n'ai pas développé de façon sérieuse depuis FileMaker 11, donc je ne suis pas un développeur, visiblement. Donc, on ne parlera pas de code beaucoup durant cette présentation. Donc là, je veux tout de suite je veux éliminer quelques mythes à propos du Canada. Les gens me parlent durant les conférences, ils pensent qu'il y a de la neige 12 mois par année. C'est pas vrai. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est la vue qu'il y a devant ma maison. Ça, c'est ma voiture, avec la voiture de ma femme. Mais j'utilise pas ma voiture quand je vais travailler à pied tous les jours, donc je marche jusqu'au bureau par là. Et ça, c'est mon chien. Donc voilà. Je vous parle pas de mes enfants. Donc j'ai 119 slides. On en a déjà 5 ou 6 de passés quand même. Donc attachez vos tucs avec de la broche. À part les Québécois, là, quelqu'un comprend? Ah, c'est... Donc je l'ai mis en français, c'est attachez vos bonnets avec des fils de fer. Donc ça va y aller. Donc bon, le contexte de tout ça, en fait, pour parler un peu de la casserole, en fait, donc Casserole Nova, la casserole, en fait, existe depuis 92, donc ça fait 26 ans que je fais ce produit-là. Casserole Nova, c'est une nouvelle réécriture. Ceux qui ont assisté à ma session de l'an dernier, j'avais beaucoup parlé de cette dure épreuve de la réécriture de Casserole Nova. D'ailleurs, l'année qui vient de se terminer a continué d'être difficile, soyons honnêtes. On a environ vendu 600 casseroles avec les années. Dans les 13 dernières années, en fait, il y a environ 100 clients présentement qui utilisent Casserole Nova. Donc, on est en train de migrer nos anciens clients de la V5 à la V6, en fait, qui est Casserole Nova. Et disons que c'est une épreuve assez douloureuse parce que c'est long, ça prend du temps, il faut former, beaucoup de résistance au changement. Ce n'est pas une mise à jour, c'est vraiment un nouveau logiciel complet, donc il y a des choses qui changent. Et quand les gens ont 10 ans d'utilisation d'un même produit, il suffit qu'on déplace un bouton puis ils sont un peu perdus. Je vous ai mis quelques slides, en fait, qui viennent des slides que j'utilise pour faire des ventes de casseroles. C'est les 3 slides, en fait, qui expliquent qu'est-ce qu'est le produit, qu'est-ce qu'est la casserole, en fait. Donc, j'aime dire que c'est un logiciel de gestion de projet. Je pense que c'est quand même ça, mais ça va plus loin. On gère un peu une entreprise au complet, une entreprise qui travaille en mode projet, qui facture des honoraires, qui compile son temps et qui veut surtout connaître son coût de projet. Donc, on s'adresse beaucoup à une clientèle qui gère dans des petites boîtes. Notre client moyen a 9 salariés. Et puis, c'est des gens qui vont gérer 50, 100, 200 projets en parallèle, donc des tout petits projets, mais beaucoup. Et c'est très difficile, quand on est une petite équipe comme ça, de connaître la rentabilité, en fait, de chacun de nos projets. Donc, le produit est beaucoup basé sur ça. Donc, on dit qu'on gère un peu ce qui se passe avant les projets, ce qui se passe durant les projets, ce qui se passe après les projets. Ici, on a un exemple un peu d'un projet typique chez nos clients. Donc, le client commande quelque chose, on fait des recherches, on travaille, on présente quelque chose au client, ensuite on le produit et on le livre. Et ce que je dis à mes clients que je rencontre dans cette slide-là, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels sur le marché qui sont capables de faire ça. Beaucoup dans le sens de des centaines, certainement, probablement des milliers de logiciels qui existent pour être capables de faire ce que j'appelle de la gestion de tâches, donc de placer les tâches dans le bon ordre, de réaliser les projets correctement.
Nous, ce qu'on fait, ce qu'on apporte d'un peu particulier, c'est l'aspect financier, en fait, des projets. Donc, calculer le coût de projet, établir des budgets, faire des devis, faire des factures. Donc, tout l'aspect financier ou monétaire qui vient avec ces projets-là. Puis, disons que faire les deux aspects en parallèle, c'est un peu moins fréquent. Donc, c'est là qu'on se différencie de nos compétiteurs. Ici, on s'approche un peu du logiciel pour voir que les différentes sections, bon, je n'ai rien de bien spécial à dire là-dessus, mais on a une table pour les compagnies, on fait des devis, on fait des budgets, des factures, des projets sur 3 niveaux, donc projet, sous-projet, sous-sous-projet. Donc, c'est un peu classique, comme vous avez certainement déjà vu, des systèmes qui font quelque chose de similaire à ça. J'en suis convaincu. Donc, je vous présente mon équipe. Donc, on est une assez petite équipe. On est 6, dont mon associé Hubert qui vit à Paris. Donc, on a une branche en France. On a un certain nombre de clients en France aussi. Et on va beaucoup aujourd'hui parler de Francesca, la dernière à droite, qui est celle qui est notre super designer qui fait le UX, le UI, donc l'interface graphique, mais aussi le fonctionnement du logiciel. Francesca est suisse. Et j'ai compris, en travaillant avec elle, les choses qu'on dit à propos des Suisses qui sont très... disons, travaille bien. La qualité, c'est important. Donc, Francesca, elle est très attentive aux détails. Donc, techniquement, tout ça, j'ai essayé de mettre une partie du graphe de lien dans l'écran, mais ça ne rentrait pas, donc j'en ai mis juste le bout le plus occupé. Donc, techniquement, je fais un petit retour en arrière. Donc, on revient en 2017, et c'est une slide de l'année dernière. Donc, l'année dernière, dans ma présentation, j'avais parlé d'un projet titanesque. Donc, bon, ces chiffres-là, je pense qu'on est rendu à 102 tables, plus de rubriques, plus de scripts, plus de modèles. Donc, ça continue d'évoluer, évidemment. Alors, voilà pour la casserole. Maintenant, pourquoi cette session aujourd'hui? C'est quoi le lien? Donc, de nos jours, je pense que l'expérience utilisateur est vraiment au centre de nos vies. Donc, l'expérience utilisateur, on va en parler. Je pense que c'est encore plus vrai dans nos vies numériques. Vous avez tous des ordi sur vos tables, vous avez tous des téléphones dans vos poches. On est maintenant en contact tout le temps avec des interfaces, avec différents logiciels. On peut télécharger en quelques secondes. Je sais pas, moi, j'ai envie de découvrir des restaurants à La Rochelle. Il y a probablement 5, 10, 15 applications sur l'App Store qui peuvent me donner des bonnes adresses de restaurants. Donc, j'en télécharge 5 ou 6, je les essaye 2-3 minutes, puis je me fais une idée sur laquelle m'intéresse. Donc, on n'attribue pas beaucoup de temps à ces applications-là, aux outils qu'on utilise, aux sites web qu'on visite, pour les découvrir ou pour comprendre comment ils fonctionnent. Donc, il y a beaucoup, le monde du web est extrêmement conscient de l'expérience utilisateur pour ces raisons-là. Quand on entre physiquement dans un magasin, dans une boutique, et qu'on a une mauvaise expérience, parce qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, parce que le personnel n'est pas accueillant ou quoi que ce soit, c'est quand même plus difficile de sortir du magasin que quand on arrive sur une boutique en ligne et on a juste un clic de souris à faire pour quitter le magasin puis aller dans un autre magasin. Donc, il y a sur le web, tout est accessible facilement. Donc, il faut donner une bonne expérience à nos clients qui nous visitent pour les garder avec nous. Donc, évidemment, le monde, bon, vous le savez, le monde des applications, les applications custom que vous faites, tout ça, on a de plus en plus de compétition qui vient du web. On vient de voir AppDrag, qui en est un exemple. Donc, il y a de plus en plus de façons de faire des applications qui sont basées sur des technologies web et qui viennent un peu interagir avec ce qu'on fait en FileMaker et qui, évidemment, souvent sont bien designés ou bien conçus au niveau de l'expérience utilisateur. D'ailleurs, presque tous les compétiteurs de Casserole Nova sont des applications web. Donc, c'est certain qu'on doit se mettre à niveau avec eux. Alors, bien sûr, la réécriture de Casserole Nova qu'on a entamée il y a presque 5 ans maintenant était une occasion à ne pas manquer. Donc, on avait des problèmes d'expérience et de design là, avec l'ancienne casserole. Donc, tant qu'à la réécrire, évidemment, on va essayer de faire les choses comme il faut. Puis c'est un peu ça que je vais essayer de vous raconter cet après-midi. Mais, je tiens à le dire quand même, on est loin d'avoir un produit parfait. Je pense que l'expérience utilisateur, ça s'améliore tout le temps, ça évolue tout le temps. Il y a toujours place à faire mieux. Donc, je ne prétends pas aujourd'hui vous présenter quelque chose qui est parfait ou qui est extraordinaire ou qui est la meilleure expérience utilisateur au monde. Ce n'est certainement pas le cas. Alors, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Vous vous en doutez un peu, mais disons que j'ai cherché sur
notre ami Wikipédia, et j'ai trouvé que ça vient en fait d'un certain Donald Norman, qui avait écrit ce livre-là, Design of Everyday Things, en 1990, qui est devenu une espèce de Bible, en fait, puis qui a été réédité je ne sais plus combien de fois, puis qui était le commencement. En fait, c'est lui qui a inventé le terme là, de User Experience. Ici, j'ai trouvé aussi un exemple assez intéressant. Donc, on a design de produit, hein, une bouteille de ketchup. Évidemment, quand on la fabrique, la bouteille de ketchup, on la remplit par le haut. Donc, logiquement, on met l'étiquette dans ce sens-là, on met le bouchon dessus, puis on la vend comme ça. Évidemment, quand vient le temps de s'en servir, ben, le ketchup, il reste coincé au fond, puis on est obligé de se battre avec la bouteille puis pour aller chercher les dernières gouttes. Donc, il y a quelqu'un quelque part, à un moment donné, qui a pensé d'inverser la bouteille pour faire sortir le ketchup par où il devrait sortir. Donc, voilà. Donc, c'est une meilleure expérience. Donc, en utilisant une bouteille inversée comme ça, ben, on a plus de facilité à utiliser le produit. Et puis, éventuellement, à l'épicerie ou dans nos commerces, on va choisir ces bouteilles-là parce qu'on sait, en les regardant, que c'est une bonne idée et que ça va être mieux comme ça. Un exemple que j'ai trouvé ici sur le web aussi, que j'ai trouvé intéressant, les panneaux de stationnement. Je sais que peut-être en Europe, c'est un peu moins pire qu'aux États-Unis ou au Canada, mais il y a des endroits où c'est vraiment comme ça. À Montréal, c'est pas un exemple de Montréal, mais à Montréal, on a des panneaux absolument incompréhensibles comme ça, où on ne sait pas du tout où est-ce qu'on peut se stationner, et quand et à quelle heure. Et stationner, vous ne dites pas ça, il faut dire parquer. Donc, on a un designer, à un moment donné, en quelque part, qui a pensé à faire un panneau, le panneau de droite, que je trouve franchement plus intéressant, où on voit vraiment très clairement, oui, tu as le droit, non, tu n'as pas le droit, vert, tu peux te stationner, rouge, tu ne peux pas. Les tarifs, en fait, les durées disponibles et les interdictions sont là aussi, donc très, très facile de comprendre. Donc, tu arrives devant ce panneau-là, bonne expérience, tu dis, waouh, ça, c'est un endroit qui sait parler à ses automobilistes. Et voilà, on sait où se stationner. Donc, l'expérience utilisateur, j'ai volontairement pris des exemples qui ne sont pas dans des ordinateurs parce que je veux vraiment que tout le monde comprenne, je pense que ça va de soi, mais que tout le monde comprenne que c'est littéralement partout. Donc, c'est venir à la conférence, on a eu une expérience utilisateur. Comment on s'est inscrit, comment on est arrivé, comment on a été accueilli, comment ça se passe. On vit une expérience tous ensemble. Puis cette expérience-là, elle peut être très bonne, elle peut être moins bonne, elle peut être mauvaise. D'ailleurs, pour ça que les organisateurs font un sondage pour savoir si on est satisfait de l'expérience, pour éventuellement l'améliorer dans les années suivantes. L'expérience est partout. Donc, c'est intégré au design de tous les produits. C'est certainement incontournable dans le monde du web pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, dans le web, c'est extrêmement facile de partir. Moi, ici, si je ne suis pas satisfait de la conférence, c'est un peu bizarre que je m'en aille comme ça en plein milieu. J'ai payé, j'ai fait le voyage. C'est plus difficile de partir. Mais si ça avait été une conférence web, et bien là, la conférence ne me plaît pas, je clique le bouton dans le coin de ma fenêtre et puis je suis parti. Donc, dans le web, c'est encore plus important de designer les choses de façon d'avoir une bonne expérience pour rester, pour garder nos participants ou nos consommateurs. Alors, je pense que dans le développement de logiciels, dans le développement FileMaker, c'est certainement un point à considérer. Et puis moi, dans mon cas, comme je fais un produit, on est quelques-uns ici dans la salle à faire des produits qui sont commerciaux, donc on est en compétition avec des produits web, avec d'autres produits qui ne sont pas nécessairement web, mais l'expérience est d'autant plus importante pour que les utilisateurs comprennent bien comment ça fonctionne, aiment utiliser le logiciel, puis ils s'en servent le plus possible. Donc, différence entre UX et UI. Vous avez compris que UX, c'est l'abréviation de User Experience. Et donc, puis UI, c'est User Interface. Donc, c'est un exemple qu'on voit ici, puis que j'ai revu souvent sur le web. Donc, le design avait fait un beau trottoir, mais les gens, ils passent là où c'est plus pratique, là où c'est plus court. Donc, c'est tout à fait l'esprit, je pense, de la différence entre les deux. Quand j'ai montré cette photo-là à quelqu'un récemment, cette personne-là me disait j'ai quelqu'un dans ma famille qui est architecte, puis maintenant, ils font une pelouse partout. Ils attendent que les gens marchent, puis ils font le trottoir là où les gens ont marché. Donc, pourquoi pas? Donc, différence entre les deux, on s'entend que dans notre cas, là, dans le cas des applications qu'on fait, le UX est là pour rendre l'interface utile et le UI est là pour rendre l'interface belle. Donc, si on fait un produit qui est beau, c'est du UI. Si on fait un produit qui est pratique, qui est utile, c'est du UX. En fait, un n'empêche pas l'autre, là, bien entendu.
Le UX aide les utilisateurs à atteindre des buts, puis le UI est plus connecté aux émotions. Donc, l'utilisateur, il se branche à votre logiciel, il se branche à votre site web, il se branche à votre application. Il veut atteindre un certain objectif, il veut sortir sa facture, il veut trouver les participants de son événement ou quoi que ce soit. Il faut qu'il sache et qu'il trouve naturellement comment faire. Alors que le UI, ben, si c'est beau, ben, évidemment, ça fait toujours plaisir. En fait, si on est sensible à la beauté, ce qui est mon cas. Donc, voilà. Donc, souvent, on va parler aussi de faire le UX d'abord, puis de faire le UI ensuite. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard, mais je pense que ça fait du sens de parler de l'utilisation avant de commencer à parler de design. Il ne faut pas se faire bloquer par le design dans notre utilisation. Ensuite, le UX, c'est clairement pour les produits, l'interface et l'expérience d'achat. Donc, ce n'est pas juste le produit, c'est aussi tout ce qui se passe autour, comment on l'utilise, comment on fonctionne avec tout ça. Comment on vit en fait l'expérience en entier. Donc, alors que le UI, ben, c'est l'apparence. Un petit point qui, moi, me... Oups! On va revenir en arrière comme ça. Je pense qu'il y a eu un changement dans la courbe du UX. C'est en 9 janvier 2007. Et je sais car c'est moi qui ai pris cette photo-là. J'étais là. Donc, j'étais à San Francisco pour ce jour célèbre. Donc, où Steve Jobs a annoncé les iPhones, okay, pour la première fois. Donc, il a dit « one more thing hein, ». Fabrice, bon, voilà. Donc, c'est ça que, donc, effectivement, ce jour-là, je pense qu'il y a eu quand même un changement important. On se rappelle qu'avant, les téléphones, il y avait juste un cadran puis un panneau, souvent un petit écran pour mettre le numéro de qui appelait, mais c'est tout. À partir de ce jour-là, on est arrivé évidemment avec ce que vous connaissez, les iPhones, vous en avez tous un de toute façon. Donc, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est que à partir de cette année-là, en 2007, on a mis dans les mains d'à peu près tout le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment tout le monde. On voit de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je vois de plus en plus des gens qui en ont deux, je ne sais pas pourquoi, mais qui ont deux téléphones. Donc, ils ont deux oreilles, peut-être ça prend deux téléphones, mais ouais. J'ai remarqué ça récemment, surtout dans les aéroports, tout ça, les gens ont deux téléphones. Bref, mais c'est qu'à partir de ce jour-là, on a eu accès à des téléphones qui, justement, quand on télécharge une application sur un téléphone ou quand on achète notre téléphone, il n'y a pas une formation qui vient avec. Là. On ne peut pas apprendre à s'en servir. Il faut que ça soit intuitif, il faut qu'on comprenne automatiquement comment appeler, comment aller sur le web, comment faire les choses. Donc, on a besoin d'avoir une expérience qui est bonne. Puis encore là, le App Store amène le fait que n'importe quand, je peux effacer une application, je peux en installer une autre, je peux remplacer le fournisseur A par le fournisseur B en 3 secondes. Donc, il faut vraiment se préoccuper de l'expérience utilisateur. Puis moi, j'ai l'impression que ce temps-là a fait quand même des changements parce que les designers d'applications mobiles ont commencé à vraiment réfléchir à leur façon de fonctionner, puis vraiment pousser plus loin, puis de ne pas dire juste on va donner une fonction, mais on va aussi donner une fonction, mais avec un chemin compréhensible pour les utilisateurs, se rendre à cette fonction-là de façon compréhensible. Voilà. Alors, quelques exemples. Je vous fais une petite parenthèse. Vous savez qu'au Canada, depuis une semaine, le cannabis est légal. Et je cherchais un site web qui avait une expérience utilisateur vraiment agréable. Puis en visitant le site web de la Société québécoise du cannabis, j'ai constaté qu'il était vraiment bien fait. Fait que je me suis dit, ouais, c'est ça, je prends ça comme exemple, ça va être rigolo, tout ça. Mais rendu ici, j'ai testé, puis c'est pas accessible à partir de l'Europe, c'est bloqué par IP, donc j'ai choisi autre chose. Je trouvais ça dommage que vous ne pourriez pas l'essayer quand même. Donc, j'ai choisi une de mes passions. J'allais dire une autre de mes passions. Je ne suis pas passionné par le cannabis, mais j'ai choisi le whisky que j'aime bien. Donc, c'est un site, d'ailleurs, que j'ai trouvé sur des sites qui parlent de UX, qui est un bel exemple de bonne... Effectivement, il est beau, là. Le UI n'est pas désagréable, mais le UX, on voit très bien le produit, on voit très bien le prix, on voit les détails du côté gauche. On a tout de suite un gros bouton très visible pour l'ajouter dans notre panier puis l'acheter. Donc, je ne me pose pas de questions. J'arrive sur ce site-là, la bouteille m'intéresse, je peux très facilement l'acheter. Si je descends un petit peu plus loin dans le site, je vais avoir des notes de dégustation, des styles, des caractères, donc des caractéristiques, en fait, de ça. Puis un peu plus bas, j'ai si jamais ce produit-là ne correspond pas, et on voit que c'est immédiatement après avoir donné les caractéristiques. Donc, si les caractéristiques ne me plaisent pas, j'ai d'autres onglets qui vont m'amener à d'autres choix qui sont proches de ce que j'ai trouvé. Donc, puis quand on continue à descendre, on aurait, je pense que dans ce cas-ci, il n'y en a pas beaucoup, mais on pourrait avoir les commentaires des acheteurs qui disent « Oui, je l'ai goûté, il est très bon, 5 étoiles, 4 étoiles, quoi que ce soit. » Donc, on a rapidement, en fait, la courbe de décision. Là, je peux me décider rapidement
Si je veux en savoir plus, si je veux en savoir encore plus, j'ai vraiment tout ce que j'ai sur une page pour procéder à l'achat. Donc ça, c'est certainement un site qui a été réfléchi sérieusement avant d'être créé. Un exemple qui est peut-être un peu moins beau au niveau du UI, mais qui est quand même très efficace. Vous avez tous déjà fait un achat sur Amazon. Donc sur Amazon, c'est extrêmement facile. Avec mon téléphone, avec mon iPad, avec mon ordinateur, 3 clics, je reçois ce que j'ai commandé le lendemain matin. Et 3 clics, je pense que dans certains cas, c'est un seul. Donc, ils ont déjà ma carte de crédit, ils ont déjà mon adresse, ils ont déjà mes infos, le processus d'achat. La prochaine fois que vous achetez quelque chose chez Amazon, portez attention à quel point c'est bien fait. Il n'y a nulle part où tu peux tomber en bas de la courbe, de la ligne droite là, qui t'amène au paiement. Il n'y a nulle part où tu peux abandonner aussi ton achat. Quand on entre dans la petite ligne qui est juste à côté de Amazon.ca, en haut, où on a les différentes étapes, quand on est dans ces étapes-là, on ne peut plus revenir en arrière. On peut revenir avec notre browser, là, notre navigateur web, mais on ne peut pas facilement changer. Donc, une fois qu'on est entré dans le tunnel, on va jusqu'au bout, puis on procède à l'achat. Un autre exemple que vous avez sans doute utilisé aussi, c'est le paiement sans contact. Le paiement sans contact, c'est idéal comme fonctionnement. On peut tout simplement, avec son téléphone, bip, acheter tout ça. C'est pas ce site-là. Oui, je sais, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qui est bien fait. Donc, alors pourquoi c'est aussi important? Mais je pense que vous l'avez compris, mais on va se rapprocher un peu de ce que moi je fais. Donc, dans mon cas à moi, mes concurrents, qui sont les applications web, qui sont souvent des applications web américaines, ont visiblement des équipes dédiées à l'expérience utilisateur. Ils ont réfléchi, ils ont travaillé. C'est pas improvisé du tout. C'est très, très bien fait, leur système. J'ai quelques exemples, donc j'en ai mis quelques-uns. Trello, par exemple, une application web toute simple où on peut déplacer les petits blocs qu'on voit sur l'écran, on peut les déplacer, placer les choses dans différents panneaux. Quand on fait en fait, ces logiciels-là aussi, il faut dire qu'ils ont tous une période d'essai gratuit ou une version gratuite. Puis quand tu offres une version gratuite à un client, ton but, c'est d'essayer d'en récupérer le plus possible. Sur 100 personnes qui s'inscrivent à l'essai gratuit, combien vont se rendre jusqu'au bout et vont acheter le produit? S'il y en a 99 qui abandonnent, c'est qu'il y a un problème, soit avec les fonctionnalités, mais souvent avec l'expérience. C'est que les gens n'ont pas nécessairement compris comment ça marche, ils n'ont pas nécessairement compris l'intérêt que ce produit-là aurait pour eux à partir de l'essai qu'ils ont pu faire. Donc, un autre ici, Asana, c'est bien fait aussi, super facile de déplacer les choses, super facile de s'y retrouver. Rike, qui je pense qui est un produit canadien, je crois, ou encore là, on voit que c'est un peu toujours le même fonctionnement. Puis pendant ce temps-là, nous, dans notre version précédente de la casserole, ben, on était avec des interfaces comme ça, où visiblement, il y avait quand même plusieurs défauts, il y avait quand même plusieurs problèmes. C'est un logiciel, cet écran-là, en fait, c'est l'écran où on va voir l'ensemble des heures d'un projet ou l'ensemble des heures de la semaine ou d'un employé ou quoi que ce soit. Puis on va pouvoir faire différentes opérations avec ces heures-là. Donc là, avec les années, hein, cet écran-là, au jour 1, quand je l'ai créé, il y a plusieurs années, il était beaucoup moins chargé. Mais avec les années, on a ajouté des choses. Là, les clients demandaient d'avoir des opérations en lot. On a ajouté des boutons en bas à gauche. Ils ont demandé un rapport qui était spécifique à ce qu'il y avait à l'écran, bien, on l'a mis en bas à droite. Puis là, bien, des statistiques, on les a placées là. Puis là, des onglets, puis des boutons, puis des couleurs, puis des façons de sélectionner plusieurs. Fait qu'on vient avec une interface qui est chargée. Graphiquement, ça peut quand même être pas si laid. Ça peut être beau, ça peut être laid, ça dépend. Mais après, dans l'utilisation, quand vient le temps de comprendre comment ça fonctionne puis d'utiliser ça, bien, on peut avoir quand même des difficultés à comprendre à quoi ça sert tous ces boutons-là. J'ai 2 fois, là, à gauche, tout sélectionné, puis à droite, tout affiché. Pas nécessairement clair qu'est-ce qui est la différence entre les deux. Donc, dans Casserole Nova, la nouvelle réécriture, si on prend le même écran, bien, on a essayé de faire les choses de façon plus claire. On a enlevé certaines fonctions, on les a placées ailleurs, on a placé les choses de façon plus claire, plus simple. Puis on a écouté évidemment les commentaires de nos utilisateurs pour essayer de faire quelque chose de mieux présenté. Donc, le UX, bon, je viens d'en parler, mais c'est certainement un élément différenciateur par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on vend, par rapport à nos compétiteurs aussi. Donc, quand quelqu'un teste une application, quand vous présentez votre travail pour la première fois à votre client, même en custom,
s'il ne comprend pas comment ça marche, s'il ne comprend pas où sont placés les boutons, puis s'il ne comprend pas comment se rendre au point où il a besoin, où il trouve qu'il y a trop de clics pour aller où il a besoin, ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Puis ça peut lui donner un mauvais sentiment par rapport à ce qui vient de se faire développer. Bien sûr, FileMaker n'offre pas nécessairement encore tous les outils pour vraiment donner une expérience utilisateur comparable à ce que fait le web. Donc, on doit bidouiller puis essayer d'améliorer des choses. Après, vous allez me dire, on peut utiliser des web viewers, on peut faire. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de façons de plugins puis de façons de contourner les choses pour arriver à un résultat qui se compare. Mais je pense qu'en quelque part, il ne faut pas nécessairement essayer d'imiter le web, mais d'essayer quand même faire ce qu'on peut faire de mieux avec les outils qu'on a. Puis je pense que dans FileMaker, on a quand même beaucoup d'outils pour faire les choses très bien, puis que les gens comprennent comment utiliser votre produit. Alors, comment ça va dans le temps? Pas si mal. Combien de slides de passer? J'en ai juste 49 de passer. Donc, OK. Donc, le processus créatif de Casserole Nova. Donc, comment on est arrivé, en fait, on a réfléchi, en fait, au UX dans notre réécriture. J'ai fouillé dans mes archives, je n'ai pas tout trouvé, mais ça, c'est une des premières maquettes que j'ai fait. Donc, vous ne connaissez pas la casserole précédente, mais c'était, grosso modo, exactement la même interface qu'avant, mais avec la grande ours, là, à droite, plutôt que des boutons qu'il y avait avant. Donc, c'était une amélioration, mais une amélioration légère quand même par rapport à ce qu'il y avait d'abord. Oups. Ensuite, on a pensé utiliser des lettres, parce que là, on s'est dit, OK, on a 7 sections principales. Comment on va faire pour les identifier? Donc là, on a pensé mettre des lettres, mettre des choses qui correspondent, donc quelque chose qui était quand même assez facile. Mais là, après, comme on voulait faire un logiciel multilingue, bien là, ça ne marche pas, parce que les mots ne sont pas nécessairement les mêmes, ils ne commencent pas par la même lettre dans toutes les langues. Donc, on a pensé à d'autres solutions. Ça, c'est une des premières maquettes qu'on a fait du fonctionnement du mode recherche. Vous allez le voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Mais on a réfléchi, en fait, comme ça, là, graphiquement, avec des boîtes, à dire, OK, on passe par là, on a un choix d'aller à gauche, à droite, on s'en va. Puis là, bien, on va pouvoir changer d'un écran à l'autre sur la ligne du bas ou sur la ligne du haut. Un peu plus tard, c'est un peu la même fonction, mais avec un petit peu plus d'évolution, où on a vraiment réfléchi encore là à comment les écrans allaient se placer. Donc, on s'entend qu'on n'a pas fait une ligne de code encore, on n'a pas pensé à l'interface graphique, on n'a pas choisi les couleurs. On fait juste réfléchir à comment on va présenter l'information, puis comment les opérations vont se faire dans la casserole. Après ça, on a commencé à faire des maquettes. Donc, chacun de ces écrans-là, une fois qu'on a eu décidé comment ça allait être fait, on a fait des maquettes. J'ai fait une session sur les maquettes il y a quelques années à Lyon, je crois, pour ceux qui étaient là. Donc, on fait toujours des maquettes, on utilise beaucoup cette façon-là de faire pour justement pouvoir tester les choses, les voir en fait devant nous. Puis ces maquettes-là, le petit logiciel qu'on utilise pour faire ça est interactif, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur les boutons puis voir le chemin en fait. Là. Évidemment, on ne branche pas tout, là, mais les boutons principaux de navigation sont branchés, ce qui fait qu'on est capable de voir comment on va se rendre jusqu'au rapport, jusqu'à l'impression, jusqu'à les différentes fonctions qui sont importantes. Après, bien, au niveau de l'apparence graphique de tout ça, on s'est dit casserole, grand ours, exploration spatiale, amusons-nous avec ça. J'avoue que moi, la petite maison là, dans le coin de bien des sites web, pour revenir à home, ça marche bien en anglais. Mais dans les autres langues, en français, on ne dit pas ça, là, revenir à la maison. C'est la page principale, la page d'accueil. Donc, on a décidé de laisser tomber ces concepts-là puis d'essayer d'amener notre propre iconographie. Donc, on a fait designer nos icônes. Évidemment, nos clients sont des graphistes. Donc, on a un de nos clients qui a gentiment voulu collaborer avec nous. Puis, on a fait designer nos propres icônes avec des icônes qui étaient en lien avec l'espace, les robots, les vaisseaux spatials, ce genre de choses-là, les vaisseaux spatiaux. Et puis voilà, donc on est arrivé avec ces icônes-là qu'on voit à l'écran. C'est quand même pas simple de faire une icône pour devis, pour facture, sans utiliser de signes de monnaie, parce qu'on veut fonctionner dans plusieurs devises. Il y avait quand même certains défis, si on réfléchit un peu dans le nombre d'icônes qu'on avait besoin de faire. Ensuite, bien, on a adapté tous ces icônes-là aux différentes tailles. Donc, ils peuvent être utilisés sur des plus grandes ou des plus petites tailles, selon les contextes. Donc, on a... Vous pouvez peut-être le remarquer, là, il y a des différences. Là, on a simplifié les icônes quand ils sont plus petits. On ne peut pas juste les rapetisser, parce qu'à un moment donné, on perd l'information. Puis on est arrivé à une maquette de page d'accueil qui ressemblait à ça. Donc ça, c'était une des maquettes que moi, j'avais fait, je ne sais plus à quelle date.
Puis là, je vous montre le produit final. Donc, c'est assez proche quand même. Là, on a changé quelques icônes d'endroits, mais on est arrivé avec ce résultat-là en bout de ligne. Voilà. Donc, après ça, une des demandes qu'on avait de nos clients, en tout cas qui était dans notre cahier de charge, puis qui était une chose importante qu'on voulait faire, c'était d'amener un logiciel bilingue. Donc là, le fait que ce soit bilingue amène certains défis aussi. On voulait, je pense que je le mets ici, donc on voulait que l'interface graphique soit en anglais ou en français par utilisateur, donc avoir 5 personnes qui l'utilisent en français en même temps que 5 autres qui l'utilisent en anglais, par exemple, parce que bon, on vit dans un contexte un peu bilingue quand même. Donc, on voulait pouvoir préparer des devis, des factures dans les 2 langues, et puis avec différentes devises en plus. On voulait aussi éventuellement être prêt pour une 3e langue. Donc, un jour, on ajoutera peut-être l'espagnol ou l'italien ou je ne sais pas quoi. Puis, on voulait avoir un dictionnaire facile à modifier, afficher les nombres correctement aussi. On sait que les points, les virgules, les symboles de l'heure avant ou après, il y a des changements là, selon les endroits dans le monde. Donc là, ici, j'ai la fiche de compagnie dans Casserole Nova en version française, avec un drapeau de la France en bas à droite. Puis on voit que la version anglaise, avec un drapeau des États-Unis en bas à droite, est exactement la même. Donc, c'est évidemment là, le changement facile entre anglais-français. On peut basculer comme ça d'un à l'autre. Ici, on met ça en mode modèle. On voit qu'on utilise la technique des globales multivaluées. Donc, on a un dictionnaire qui contient l'ensemble des termes qui sont dans la casserole, puis avec des numéros, en fait. Puis ensuite, on vient mettre ce qui s'appelle DICO. Là. On vient mettre le DICO 210, 217, 222, puis c'est par numéro, en fait, qu'on fait ça. Donc, puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de hide when, des choses masquées quand. Donc, qu'on utilise aussi à profusion là, sur les interfaces pour pouvoir améliorer l'expérience, justement. Là, on bascule du côté arrière de la casserole, on retourne la casserole de bord, puis on vient voir notre portion à nous, dans laquelle nous, on administre les casseroles. Donc, ça, c'est un écran qui n'est pas visible aux utilisateurs. Un jour, il sera, par exemple, parce qu'on aimerait donner accès au dictionnaire à nos utilisateurs. Entre autres, entre la France et le Québec, il y a certains termes, des fois, qu'on aimerait pouvoir changer. Mais on fonctionne comme ça. Donc, ça, c'est ce que nous, on utilise justement pour définir notre dictionnaire. Donc, les différents termes en anglais et en français. Puis, on a des boutons au bout, le layout et script. Donc, quand on clique dessus, on peut savoir dans quel modèle cette phrase-là est utilisée, puis dans quel script est utilisé aussi. Donc, ça vient des DDR qu'on analyse aussi, pour pouvoir savoir où sont utilisés ces termes. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc ça peut devenir un peu chaotique. Ça ici, c'est on est revenu du côté devant de la casserole. Donc ça, c'est les utilisateurs, dans les préférences de la casserole, peuvent définir eux-mêmes comment ils veulent configurer leur fonction. Donc, quelle devise ils utilisent, le format des numéros de téléphone, des chiffres, tout ça. Ils peuvent choisir comment s'affichent ces éléments-là dans leur casserole. Et puis là, on a la version arrière où est-ce que nous, on pré-programme en fait ces formats-là. Donc, on a fait un outil à l'intérieur de la casserole qui permet de définir des valeurs par défaut. Puis c'est configuré, là, comme vous voyez, dans le petit pop-over, là, où on peut vraiment aller modeler là, comment sont affichées nos dates, nos adresses, tout ce genre de choses-là. Donc, c'est des choses à penser quand on fait un logiciel multilingue. Puis, dans l'expérience utilisateur, c'est quand même des défis aussi parce que de laisser l'utilisateur faire ces changements-là sans que ça devienne extrêmement compliqué, il fallait quand même y penser. Donc, on a travaillé pas mal là-dessus. Un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur les recherches. Donc, on a évidemment des fonctions de recherche qui sont beaucoup utilisées dans la casserole. Et puis, dans la V5, on avait certains problèmes, donc la version précédente. On avait l'accès direct aux listes. Donc, comme dans plein d'applications FileMaker, je clique sur la section compagnie et j'arrive dans une liste de compagnies. Beaucoup de logiciels qui fonctionnent comme ça. Ensuite, on devait faire une recherche dans un deuxième temps. Mais sauf que la liste que j'ai eue d'Office ne concerne pas nécessairement ce que moi je cherche aujourd'hui. Donc, moi, je cherche les compagnies qui sont à La Rochelle. Mais si je clique sur le bouton compagnie, on m'affiche toutes les compagnies au complet, tout mélangé. Ce n'est pas nécessairement ça qui m'intéresse. Ensuite, on avait un petit champ de recherche en bas, un écran spécifique séparé pour faire des recherches avancées. J'ai fait une petite vidéo ici qui vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc, je n'ai pas pris de chance avec les connexions, les démos, tout ça. J'ai fait des petites vidéos, comme Vince. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'écran de recherche avancée. Donc, un paquet de champs. Puis là, on fait la recherche qu'on veut, on valide, on trouve. Puis ensuite, on le voit. Je pense qu'au début, on me voit faire une recherche rapide là, avec
le bouton qui est en bas. Donc, bon, rien de sorcier non plus. Sûrement que plusieurs de vos applications fonctionnent de cette façon-là. Sauf qu'on est en 2018 et tout le monde, à chaque jour, utilise plusieurs fois par jour ceci. Et on a tous l'habitude de faire des recherches de cette façon-là. Donc, on ne cherche pas dans un champ spécifique, on cherche dans un champ généralisé, puis on veut trouver rapidement ce qu'on cherche. On aime bien aussi avoir la petite liste de choix qui apparaît en dessous, avec des suggestions. Donc, dans Casserole Nova, un autre petit vidéo. Donc, si je m'amène dans la section projet, j'ai un peu le même fonctionnement. Donc, une liste où on va chercher d'abord un champ recherche où on cherche ce qu'on veut. On trouve sur une liste et puis on peut soit cliquer sur un des éléments de la liste ou soit faire afficher l'ensemble des résultats en mode liste avec le bouton qui est un peu plus bas. Puis il y a des petits détails dans ça, entre autres, le champ recherche qui fait afficher la liste en dessous. Il attend d'avoir 3 caractères avant de procéder. Il attend qu'on ait fait une pause d'une demi-seconde ou une seconde, ce qui fait que quand on tape assez rapidement, on va pouvoir taper sans que la liste en dessous avance. Fait que c'est des petits détails comme ça pour raffiner, améliorer l'expérience, puis que ça soit un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile, puis mieux fait. Donc, recherche de type Google, les recherches enregistrées, j'en ai pas parlé, mais il y avait dans le bas de cet écran-là, on va le revoir un écran juste après, je pense. Il y a des boutons où on peut enregistrer des recherches. Donc, évidemment, nos utilisateurs nous disaient, moi, chaque jour, j'arrive au bureau, ce qui m'intéresse, c'est mes projets dont je m'occupe qui sont en production aujourd'hui. Fait que là, il fallait qu'il aille dans la section recherche avancée, remplir 3-4 champs pour trouver ce qu'il voulait. Il disait, moi, si je fais ça chaque jour, est-ce que je pourrais enregistrer ça? Oui, bonne idée. Fait qu'on a décidé de mettre ces boutons-là, puis on va les voir sur l'écran suivant. Donc, on peut aussi choisir des recherches par défaut. Autrement dit, cette recherche-là, l'utilisateur peut même, dans ses préférences personnelles, aller dire, moi, chaque matin, quand je clique sur le bouton projet, c'est cette liste-là qui m'affiche. Je ne passe pas par le mode recherche, je ne veux pas remplir de champs, je veux directement arriver à ça, puis ça, c'est possible aussi. Puis on a encore un écran spécifique pour les recherches avancées. Donc, comment c'est fait? On les voit, les recherches avancées, c'est des boutons blancs qui sont en dessous. Donc, on a fonctionné avec des panneaux à volets. Donc, on utilise beaucoup les panneaux à volets parce que ça permet de faire moins d'écran puis de ne pas trop dupliquer, en fait, les boutons du haut, ce genre de choses-là. Donc, on a 7 panneaux derrière qui correspondent aux 7 sections qui sont en haut. Puis, on a 2 panneaux ensuite, celui-ci et celui-là, qui est le panneau ouvert. Donc, quand on commence à taper, en fait, on bascule sur un autre panneau du même écran. Puis on peut comme ça fonctionner, faire le mode là, de recherche en liste, recherche type Google, si on veut, comme ça. Ah oui, puis un autre petit détail encore là, mais on voit que les recherches enregistrées, sur l'écran précédent, j'en avais seulement 10, et il n'y avait pas la petite flèche au bout. Et là, maintenant que j'en ai 12, il y a une petite flèche qui apparaît au bout. C'est un détail insignifiant, mais ça évite de chercher comment on fait pour passer à la page suivante, parce qu'on peut aussi aller faire défiler ces pages-là, puis avoir plus que 12 recherches enregistrées. Donc, pourquoi j'avais mis cet écran-là? Je suis revenu en arrière, je pense. Donc, voilà. Les niveaux d'accès. Bon, les niveaux d'accès, c'est une autre chose qui était nouveau dans Casserole Nova, c'est que dans la version précédente, on avait un type d'utilisateur. Donc là, on est plus dans l'expérience d'achat de la casserole ou dans l'expérience de comment on traite avec nos clients, la relation entre nos clients. Donc, on avait un type d'utilisateur, c'était un tarif pour tout le monde, peu importe qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Nos clients disaient, ouais, mais moi, j'ai juste une personne qui fait des factures, les 22 autres font que des feuilles de temps. Je trouve que le prix n'est pas correct, tout ça. Donc, on a choisi d'avoir dans la nouvelle version 3 niveaux. Donc, il y a 3 niveaux avec des prix différents, les prix qu'on voit ici. Donc, on a comme ça, là, ça c'est encore des slides que j'ai dans ma démo de présentation. Donc, les utilisateurs peuvent eux-mêmes, en fait, choisir. On voit où est la flèche là, sur le mot commandant. Donc, les gens peuvent choisir si leur utilisateur est un commandant, est un pilote et un astronaute. Donc, c'est eux-mêmes qui contrôlent comment ça va leur coûter, comment ils définissent leurs utilisateurs. Ils ont le choix complètement de paramétrer tout ça. Puis une fois qu'ils ont fait le choix du niveau d'utilisateur comme tel, ils peuvent ensuite aller vraiment dans le détail pour choisir encore là qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire dans chacune des sections. Donc, toujours des choses pour répondre aux besoins de nos clients, mais toujours réfléchi dans l'aspect de comprendre facilement comment ça fonctionne, puis comprendre que nos utilisateurs puissent rapidement arriver à leur fin sans chercher pendant des heures. Ça, ce qu'on voit là, en fait, c'est qu'on peut réimporter, en fait, les configurations d'un autre utilisateur. Donc, si j'ai 5 graphistes qui ont les mêmes droits, j'en définis un, puis ensuite, je peux copier ce résultat-là sur les autres.
Ensuite, ben, les casseroles Nova sont connectées avec le REST API sur Gestion Nova. Gestion Nova, c'est une application que nous, on utilise au bureau, qui liste en fait l'ensemble de nos clients avec combien d'utilisateurs ils ont, quand est-ce que leur contrat se termine, combien ils payent, tout ça. Et puis, c'est branché ensemble, ce qui fait que si il y a des changements qui sont faits d'un côté ou de l'autre, ben ça se parle pour qu'on puisse savoir tout ça. Donc, Gestion Nova va demander la casserole, veut dire, va demander à Gestion Nova combien d'utilisateurs elle peut avoir aujourd'hui. Puis, donc, on n'a pas besoin d'interagir dans la casserole du client pour faire des changements. Alors là, on a amélioré l'expérience de comment on achète. C'est l'expérience du patron. C'est le patron qui a acheté la casserole, qui veut définir lui-même qui a accès, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut voir, puis qui veut aussi améliorer comment il configure tout ça. Donc, c'est des choses qui sont maintenant possibles là, directement avec ça, parce que ne faut pas oublier que l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste à l'écran, c'est aussi dans toute l'expérience qu'on a avec nos clients, du début à la fin. Donc, un autre petit point ici sur la cohésion. Donc, je pense que, encore là, faire en sorte que l'utilisateur comprenne facilement, je pense que dès qu'un utilisateur a besoin d'aide, c'est mauvais signe. Normalement, il devrait être capable de, par lui-même, trouver comment faire les choses, comment utiliser son système. Puis donc, c'est important de réfléchir à ça puis de faire en sorte que les opérations sont toujours les mêmes partout, donc que tout soit cohérent dans la façon de présenter, la façon d'accéder d'un endroit à l'autre. Puis c'est clairement dans cette catégorie-là que les détails sont importants, les tout petits détails sont importants. J'ai un exemple ici, c'est ça, c'est quand on imprime, quand on génère des rapports, on voit l'utilisateur cliquer sur chronologique et ensuite, les configurations du rapport chronologique apparaissent. Donc, ils ne sont pas là avant qu'il ait fait son choix. Ils apparaissent seulement après. Et s'il change de rapport, bien, les choix se modifient en bas. Donc, ce n'est pas compliqué à faire, mais il faut se donner la peine, puis il faut aller jusque-là pour simplifier, en fait, pour éviter qu'un utilisateur clique au mauvais endroit. Et j'ai trouvé un mauvais exemple qui est dans FileMaker. Donc, dans FileMaker, par exemple, si j'ai un élément qui est verrouillé, que je commence à ajouter, par exemple, des fonctions de formatage conditionnel, ben, je peux entrer, toutes sortes de, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, mais je peux entrer comme ça des fonctions, je peux me taper des choses, définir couleur et tout ça. Et c'est juste une fois que j'ai tout entré ça, que je valide, qu'on va me dire « Ah ben non, tu n'avais pas le droit parce que c'est un élément verrouillé. » Donc, mauvaise expérience utilisateur. Ce serait tellement plus simple de ne pas nous laisser aller dans le menu. Si je ne peux pas faire de modifications, laisse-moi pas en faire. Donc ça, c'est un exemple, c'est un détail. Dans le développement de tout ça, ça aurait certainement pris 2 minutes et demie de faire ça de la meilleure façon, mais ça n'a pas été fait, puis on ne se le cachera pas, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, dans Casserole Nova, la cohésion, ben, toutes les sections ont la même apparence. Il y a des petites différences qu'on peut voir. Il y a un bouton de plus, un bouton de moins, mais c'est assez similaire. Même chose au niveau des icônes d'action, donc ajouter, lister, chercher. Si le bouton pour se connecter ou pour trier ou pour visiter est toujours le même, il est toujours la même taille, il est toujours la même couleur, puis il est généralement toujours positionné au même endroit dans l'écran. Donc, pour que les gens comprennent que les réflexes viennent plus facilement de trouver ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est quand même un logiciel il y a beaucoup d'écrans, qui est assez compliqué à utiliser. Fait que c'est important de vraiment travailler fort là-dessus. Donc, comment y arriver? C'est pas si compliqué que ça. Je pense que contrairement au UI, le UX, c'est plus facile. C'est plus accessible, en fait, à n'importe qui. On s'entend que pour faire de l'interface graphique, ça prend peut-être un certain talent ou un certain goût, je ne sais pas comment appeler ça. Mais le UX, je pense que comme utilisateur, nous-mêmes, de logiciels, d'appareils électroniques, d'appareils de tous les jours, on peut beaucoup plus facilement arriver à des bonnes solutions. Donc, tu sais, c'est toujours de se mettre dans la tête de l'utilisateur. Vous êtes développeur, vous n'êtes pas utilisateur. Il faut vraiment réfléchir à comment l'utilisateur va recevoir ce que vous faites. Faire des maquettes, ça évite de marcher pendant 3 semaines sur une mauvaise voie, puis d'être obligé de revenir dans l'autre sens. Donc, on peut prévoir d'avance, puis corriger d'avance, puis avoir les bonnes solutions avant de commencer à tester, de commencer à développer, je veux dire. Ensuite, tester, mesurer, puis observer les utilisateurs. Il n'y a rien de mal à s'asseoir à côté d'un utilisateur en silence, puis à regarder ce qu'il fait. Ça se fait avec TeamViewer, ça se fait avec plein de façons en partage d'écran. Surtout les nouveaux utilisateurs, attardez-vous à comment ils utilisent. Sur le web, ils ont un outil assez que vous devez connaître, j'imagine, qui s'appelle Hotjar, que moi j'utilise pour faire nos propres sites web. Puis Hotjar permet, c'est malheureusement pas utilisable sur FileMaker. J'ai cherché s'il n'y avait pas il y a sûrement quelque chose qui existe pour
tester des applications. Mais Hotjar permet de voir où les gens cliquent, puis on peut même enregistrer en vidéo qu'est-ce qu'ils font. Donc, sur mon site web, je peux activer, disons, pendant 24 heures cette fonction-là. Puis là, ça enregistre. Mettons, j'ai eu 50 visiteurs. Je vais voir les 50 visiteurs, où ils cliquent, comment ils scrollent, combien de temps ils restent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, on les voit hésiter puis cliquer au mauvais endroit. Puis là, on comprend que le site est mal fait. Donc, il y a beaucoup d'outils là-dedans qui sont intéressants. Le temps file. Mais bon, la section Ma journée. La section Ma journée, c'était super important pour nous parce que c'est la section qui est utilisée. C'est la section dans la casserole qui sert à faire sa feuille de temps. Donc, qui sert à entrer son temps. C'est la section qui est utilisée par 100% des utilisateurs. Ben, en fait, proche de 100%. On espère que c'est 100%. Puis, c'est une section qui doit être utilisable sans formation. Donc, on a plusieurs modes de saisie, dont ici, donc, c'est l'écran de Ma journée, qui a quand même beaucoup d'informations, mais qu'on a essayé de placer de façon assez compréhensible. La semaine en haut, les projets, les boutons pour faire des opérations sur ces différents projets-là. Ici, j'ai le mode de saisie classique, là, où on peut aller à droite, inscrire qu'est-ce qu'on a fait, de quelle heure à quelle heure, tout ça. J'ai aussi un mode où est-ce qu'on a un chronomètre. Donc, on voit en haut, là, 8 minutes 6. Là, donc, ça fait 8 minutes que je travaille sur ce projet-là. Et je peux passer d'un projet à l'autre, arrêter le chronomètre. Donc, on peut mesurer son temps comme ça aussi. Donc, Ma journée, pour nous, c'est une section qui nous préoccupe beaucoup, où on observe beaucoup les utilisateurs parce que faire des feuilles de temps, personne n'aime ça. Ça va de soi, presque. Donc, c'est rare, en fait, ceux qui aiment ça, on pourrait dire. Donc, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit agréable, dans la mesure du possible, pour que les gens apprécient, parce que nos utilisateurs sont ceux qui vont parler de la casserole à d'autres personnes par le bouche à oreille, puis qui vont faire qu'on va avoir éventuellement des nouveaux clients. Donc, on est en train de faire une légère refonte de cette section-là pour améliorer des choses, dans lesquelles on va utiliser les cards, qui est un outil magnifique, mais qu'on ne pouvait pas utiliser jusqu'à maintenant parce qu'on était compatible avec FileMaker 15, qui n'avait pas de cards. Maintenant, on est en 16 minimum. Et puis, on fait un affichage structuré. Donc, j'ai quelques maquettes que je voulais vous montrer. Ça, c'est l'affichage structuré. Donc, dans Ma journée, on a décidé d'ajouter des petits triangles comme ça pour aller creuser à l'intérieur des sous-projets. Donc, on a un projet, ces sous-projets. On va pouvoir descendre comme ça dans les niveaux à partir de ça. Vous voyez un peu comment on fait les maquettes, comment on documente, qu'est-ce qui doit être fait, puis c'est quoi les opérations, puis tout ça. Puis après ça, on va utiliser maintenant la saisie du temps sur des cards puis la saisie du temps va être faite côté serveur aussi. Donc, on va entrer ça là, le serveur va processer ensuite, ce qui fait nous rapprocher un peu de notre éventuelle version web direct là, de Casserole Nova. Donc, les outils FileMaker qu'on a, je passe vite, là, vous les connaissez déjà, les outils, mais il faut quand même réfléchir à ces outils-là. Il y a quand même des choses là-dedans qui nous permettent de faire un UX, un UI super intéressant. Vous les connaissez, mais aligner les choses comme il faut, utiliser les thèmes, placer les choses dans un certain ordre, utiliser la cohérence. Donc, je pense que je me répète, là, mais il y a des outils qui sont disponibles. Je pense qu'il est surtout important, faites des maquettes, regardez à travers les yeux de l'utilisateur le plus possible, testez vos maquettes avant de commencer à développer, avant d'avoir des semaines de développement de fait pour constater qu'on a un problème d'utilisation, puis là, ben, il est trop tard. Donc, il faut faire les tests avant. Puis ensuite, on peut développer, puis ensuite, on peut continuer à tester, bien sûr. Donc, outils pour faire des maquettes, on utilise, nous, Balsamiq Mockup, qui n'est pas cher, qui est intéressant, qui est assez facile à utiliser aussi. Ça coûte 89 $. Si ça vous intéresse de l'essayer, ça vaut la peine. Sinon, ben, un papier et un crayon, ça fait très bien le travail aussi. Moi, j'aime assez griffonner les idées qui me viennent. C'est beaucoup plus rapide que d'essayer de faire ça dans l'ordinateur. Donc, dans les prochaines versions de la casserole, on a un paquet de choses qu'on veut faire. On veut améliorer des sections, on veut améliorer des petits détails partout, on veut utiliser plus les cards, on veut tout le temps s'améliorer au niveau du UX parce que quand le logiciel est plus facile à utiliser, les gens nous appellent moins pour du support, sont moins frustrés par le logiciel. Nous, ça nous sauve du temps, ça nous sauve de l'argent. Puis en plus, on a une meilleure communication. Les gens qui utilisent le logiciel vont plus facilement le suggérer à des collègues ou à des gens autour d'eux parce qu'ils aiment utiliser ce logiciel-là. Donc là, on est en train de faire une refonte de la section projet, encore une maquette où on réfléchit à comment faire les choses pour que ça soit encore mieux présenté, mieux structuré, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas. Puis tout ça vient des commentaires de nos utilisateurs tout le temps. On utilise aussi Jira, que vous connaissez peut-être, qui est un outil de gestion en mode agile. Donc,
où on a un backlog gigantesque avec un paquet de notes, de choses que les utilisateurs nous ont transmis, des petits détails qu'on a mis dans ça. Puis on les classe en catégories, ce qui fait que quand le jour où on travaille sur la section des heures, par exemple, ou des clients, bien, on va dans le backlog, puis on peut trouver toutes sortes de petits détails à faire qui sont là. Puis ça nous permet de faire des refontes, puis de se rappeler des suggestions qu'on a eues. Puis on fait aussi des améliorations dans notre modèle d'affaires, dans notre façon de faire, donc simplifier le processus d'achat, le processus d'adhésion. On aimerait éventuellement que les clients puissent s'abonner eux-mêmes sur le web. Donc, aller sur le web comme n'importe quelle application web, rentre tes coordonnées, tu reçois des FileMaker par courriel, puis tu peux installer tes affaires, tu mets ton numéro de carte ou un prélèvement, donc que tout ça soit simple. Simplifier les mises à jour, pour nous, c'est important aussi. Créer des produits de formation, donc pour donner encore là une meilleure expérience, que nos utilisateurs puissent se trouver eux-mêmes. Quand ils sont obligés de nous appeler, c'est parce que ça va mal. Là. Normalement, ils devraient être capables de trouver les réponses eux-mêmes. Conclusion. Donc, je me répète, mais l'expérience utilisateur, c'est au centre de nos vies tout le temps. Je pense que ça devrait faire partie des façons de développer. On est tout le temps en contact avec des produits qui sont bien faits. Les produits Apple, généralement, sont bien faits. Les téléphones, même de toutes les marques de téléphones, mais il y a beaucoup de produits qui sont assez bien designés. C'est devenu super important. Les commentaires des utilisateurs, c'est important. Puis, n'oubliez pas que l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste le logiciel que vous faites, c'est comment vous répondez au téléphone, comment sont présentées vos factures, c'est toute l'expérience au complet qu'un client vit en faisant affaire avec vous. Donc, faire des maquettes, tester, mesurer, puis ensuite créer un modèle d'affaires qui est connecté avec ses utilisateurs. 119 slides. Questions, commentaires, angoisses, insultes. Il reste 5 minutes. Merci. Oui? C'était pas vraiment une question. Pas de question? C'était si clair que ça? Vous avez tout compris? Ah, Fabrice, mais oui. Oui, je vais peut-être enlever 3-4 photos, mais... Est-ce que tu peux remettre la slide One More Thing? Non, je rigole. Non, mais est-ce que tu... je trouve que tu es modeste en ne citant pas la vidéo qui est sur votre site. Ouais. Je recommande vraiment à tous d'aller voir. J'ai découvert que dernièrement, en fait, il y a une petite vidéo qui montre, pour les clients finaux, qui montre en 5 minutes, c'est la casserole en 5 minutes. Et ça donne vraiment une idée de ce que c'est que l'UX. J'ai trouvé vraiment la vidéo hyper instructive en même temps que le produit magnifique. Merci, Fabrice. C'est l'ingénierie suisse. Ben, sérieusement, on travaille tous ensemble au bureau. Hein. C'est vrai que c'est Francesca qui fait le travail, puis qui nous propose des choses, puis qui fait les maquettes. Mais le UX, on le discute en équipe tout le temps. Donc, le développement, le support. Le support, là, les gens qui travaillent chez nous au support, Nathalie principalement, c'est elle qui reçoit les appels. C'est elle qui sait combien de fois un client a demandé tel changement ou combien de fois ça bloque sur tel bouton. Donc, c'est important que cette personne-là aussi soit impliquée parce que Francesca, qui fait les interfaces, elle ne parle pas avec les clients, puis elle n'utilise pas vraiment la casserole. Elle l'utilise à sa façon, là, mais elle ne l'utilise pas comme un vrai client. Donc, c'est l'expérience de tout le monde est bonne pour réfléchir à l'amélioration de ce qu'on fait. Une question. Merci. Oui, juste dans la slide qu'on a là sous les yeux, créer un modèle d'affaires qui est connecté avec l'expérience utilisateur. Oui. Qu'est-ce que tu appelles là un modèle d'affaires? En fait, c'est comment le produit est vendu. Est-ce que, moi, dans mon marché, par exemple, mes compétiteurs font des mensualités. Donc, les logiciels sont vendus avec un prix mensuel, un abonnement. Donc, moi, par exemple, je ne pouvais pas imposer un contrat de 2 ans, par exemple. Si je pouvais imposer un contrat de 2 ans, ça me donnerait un certain revenu garanti qui me permettrait peut-être d'offrir une formation gratuite. Mais là, comme mon client, il peut rester juste 1 mois, il peut rester 2 mois, il choisit quand il s'arrête pour que je sois compétitif avec mes compétiteurs, bien, je dois faire un modèle d'affaires où est-ce que ma formation est vendue en plus. Donc, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses dans la façon. Les niveaux d'utilisateurs, on les a bien réfléchis aussi, jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a essayé de figurer chez nos clients quel serait le revenu selon le nombre d'utilisateurs qu'ils vont prendre. Donc, il faut vraiment réfléchir à tous les petits détails pour que notre acheteur, quand il achète, il se sente
que le produit lui correspond bien. T'sais, si les utilisateurs ne sont pas définis comme lui en a besoin dans sa boîte, il va éventuellement dire « ben non, je vais trouver autre chose, parce que moi, ça ne me convient pas. » Merci. Comment tu fais les retours de tes utilisateurs? Tu disais que c'est important d'avoir un lien avec l'utilisateur final. Tu parles souvent aux responsables. Comment tu récupères les retours de chaque petit utilisateur qui fait ses hésitants, etc. etc. Ben, en fait, ça rentre par toutes les portes, en fait. Le support a toutes les mauvaises expériences. Donc, quand ils ne comprennent pas comment faire quelque chose, c'est sûr que si dans le même mois, il y a 20 personnes qui ont appelé parce qu'ils ne trouvent pas comment faire tel rapport, il y a là un problème urgent qu'il faut régler. Après, moi, quand je fais des présentations aux clients aussi, je suis très attentif à comment ils réagissent au fonctionnement. Je leur pose des fois des questions pour savoir s'ils comprennent comment utiliser le logiciel. Puis après une présentation, généralement, là, dans la voiture, là, quand je reviens, j'ouvre mon ordi puis je prends des notes sur qu'est-ce que j'ai remarqué. Ça pourrait être amélioré. Ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. J'essaie de tout prendre l'information que je peux par toutes les sources possibles. Donc, le support et les ventes sont évidemment là où on est en contact avec les clients. Puis avec certains clients préférés, là, ça arrive qu'on va vraiment vers eux pour dire on aimerait voir, on aimerait s'asseoir, on aimerait regarder. On ne fait pas, peut-être pas assez souvent, mais c'est quelque chose qui est super intéressant, en tout cas, quand on le fait. Et tu fais des questionnaires pour avoir leur feedback? Ben, je m'assois à côté puis je les regarde faire. Mais tu ne peux pas t'asseoir à côté de tes 600 utilisateurs. Non, mais de certains. Ben, c'est surtout intéressant avec les nouveaux utilisateurs. Donc, quelqu'un qui commence avec la casserole là, pour son premier jour, là c'est le fun, c'est super intéressant de voir comment... Tu n'as pas besoin d'en voir 50, tu en vois 3-4, puis c'est toujours pareil, en fait. Tu détectes les problèmes assez facilement. J'ai pas mémorisé le nom de l'outil qui permet de mesurer le nombre de clics quand on visite sur un site web. C'est Hotjar. Il y a un autre outil que j'ai jamais utilisé, mais qui m'a toujours intrigué, et je pense que pour FileMaker, c'est peut-être aussi problématique de l'utiliser. C'est un outil qui permet de mesurer, grâce à la caméra de l'ordinateur d'un utilisateur, la position de l'œil et donc l'endroit où il regarde sur l'écran. Et pour analyser la façon dont quelqu'un perçoit visuellement un écran, une interface qu'il ne connaît pas, particulièrement pour les nouveaux justement, ça permet de voir le cheminement de l'œil et de voir ce qu'il capte en premier, en deuxième, en troisième, et quel est le parcours de l'œil dans un écran qui n'est pas connu. Ou dans un écran qui est connu aussi. Ça permet aussi de faire du différentiel. Et ça permet de se rendre compte que suivant le type d'écran, la forme de l'écran, la structure de l'écran, et la texture visuelle de l'écran, il y a des choses qui sont mal placées, il y a des chemins classiques de parcours de l'œil, et il y a des informations qui devraient être positionnées peut-être à un endroit privilégié par rapport à l'emplacement où on l'avait prévu, parce que c'était plus pratique, parce qu'il y avait de la place ou je sais pas quoi. C'est certainement intéressant. Et je sais pas si, je sais que ça marche pour les sites web, mais parce que ça interagit avec la caméra, ça c'est indépendant du site web, mais ça relie à ton navigateur, je crois. Mais dans FileMaker, je ne sais pas si on peut calquer ça sur le... Avec Hotjar, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est de regarder l'utilisateur faire. Et ça, c'est assez simple à faire en FileMaker. Il faut que tu trouves un utilisateur qui accepte d'être enregistré. Mais enregistrer l'écran, c'est facile. Ce que toi, tu vois l'utilisateur, c'est ce qu'il va faire avec sa souris essentiellement. Par contre, on n'a pas les yeux. Tu vois pas les yeux, tu vois pas qu'il est capté par le logo que tu as mis en haut de sa boîte, alors que c'est pas ça qui est important peut-être dans l'instant d'utilisation, dans l'expérience qu'il a à ce moment-là. C'est sûr que ça va plus loin avec ça. Mais... Il y a quelque chose qui existe, c'est les Google Glass. Il y a une application avec les Google Glass, ça coûte pas très cher, et ça fait du eye tracking. Et ça permet de traquer sur n'importe quelle interface, n'importe quel logiciel. C'est sur du eye tracking, en fait, c'est sur la lunette. Et nous, on est en train de travailler là-dessus. Donc ça doit être adaptable, si ça se trouve, c'est adaptable à tout, en fait. À tout, donc FileMaker devrait pouvoir... tout. Merci tout le monde. On a-tu le temps, Olivier? Une dernière? Plusieurs fois de test. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre façon de faire les tests chez vous? Il y a plein de façons de faire des tests, là, mais évidemment, la façon la plus... C'est con à dire, mais la façon la plus simple, c'est de l'essayer soi-même. Donc, de dire, parce qu'on fait des applications, on les teste pour voir si les fonctionnalités marchent, si les comportements sont bons. Mais à un moment donné, de s'asseoir et de dire, OK, je suis l'utilisateur, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui? Je dois créer un client.
Clic, clic, clic. OK, je rentre le client. Ah non, c'est chiant, rentrer le numéro de téléphone. Si j'ai à rentrer, là, essayez de rentrer 20 clients dans votre système demain matin. Vous allez peut-être découvrir des petits détails qu'on peut corriger. Après, faire des factures, aller faire les opérations que les clients font. Pour vrai, à répétition, on découvre déjà beaucoup de choses en faisant ça. Est-ce que vous avez une équipe de test ou c'est les développeurs qui testent? Oui, c'est ça. Il fut une époque où on avait une équipe qui faisait des tests, mais là, on est moins nombreux, fait qu'on fait ça nous-mêmes. Oui, oui. Oui, on utilise la casserole pour nos propres projets. Merci tout le monde.